Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, une nouvelle journée d'IDF1 chez vous, rien que pour vous. Nous allons découvrir Paris côté cœur grâce à Cultival et à mes côtés, une des guides de chez Cultival, Elisabeth. Bonjour. Bonjour Olivier. On s'était vu, merci, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Au musée Grévin, exact. C'était très bien. Bah, j'imagine. Et là c'est une autre visite Cultival que vous proposez. Exactement, c'est une visite de quartier. Donc là, on sort un petit peu dans des sentiers battus. Donc on va visiter on va vraiment faire une visite thématique dans le quartier du Marais. Donc alors pourquoi Paris côté cœur? Parce que je pense qu'on est tous romantiques. Je pense qu'on est tous tombés amoureux, mais on ne connaît pas forcément les symboles de l'amour. Donc c'est vrai qu'on a souvent un cœur traversé d'une flèche. Mais d'où viennent ces symboles et d'où viennent ces symboles? Donc on est vraiment, voilà, c'est important de les savoir. On va parler des amoureux, on va parler des lieux de rencontre pour les amoureux aussi. Ah bah c'est sûr, oui, si vous avez tendance à venir pour avoir le premier baiser, pourquoi pas venir dans un petit endroit que je vais vous montrer, très délicieux. Et puis on va vraiment voir les différentes facettes de l'amour. On va avoir des amours, des véritables amours. On va avoir des premiers amours, des amours destructeurs qui vont nous tirer peut-être vers le bas, des amours invraisemblables, des amours initiés et même peut-être des amours à plusieurs. Mais ça... Ce sera pour la fin de l'émission, voilà. Demain. On est à l'hôtel de Sully ici. Pourquoi la visite commence ici? Alors déjà, c'est un bon emplacement pour commencer la visite. C'est assez grand. C'est un hôtel assez emblématique du quartier du Marais, donc un des plus anciens hôtels particuliers qui appartenait au ministre de Henri IV. Donc déjà, vous me dites... Déjà un bel hôtel particulier pour un ministre. Tout à l'heure, je vous montrerai un hôtel d'une femme de chambre d'Anne d'Autriche. Vous allez voir un petit peu la même chose. Et ici, vous avez énormément de petits éléments à commenter un petit peu. Donc, comme l'amour, on va dire, ça se situe fin février, donc début du printemps, vous allez avoir quelques éléments qui vont nous rappeler ces saisons qui nous intéressent, le printemps et l'été. Nous sommes toujours à l'hôtel de Sully, dans le 4e arrondissement rue Saint-Antoine. Et là, nous allons découvrir l'hôtel côté jardin. Exactement, après côté cour, côté jardin. Alors cette visite, elle est également utilisée notamment pour découvrir des lieux méconnus. C'est-à-dire côté jardin, ici, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à... Voilà, on traverse la rue Saint-Antoine sans connaître vraiment des lieux un petit peu cachés. Donc c'est le but également de cette visite, de découvrir les lieux emblématiques avec des lieux un peu méconnus. Et ici, on va parler de la naissance de Vénus. Exactement. Donc en fait, pour comprendre vraiment, on dit l'amour, donc le symbole de l'amour, un cœur avec traversé d'une flèche. Et la flèche, on pense à... Vénus. Et Cupidon. Et Cupidon, pardon. Oui. Et Cupidon. Alors en fait, Vénus, ça part vraiment de la mythologie grecque, vraiment à l'époque quand il y avait encore des dieux dans le ciel et des hommes sur terre. Et tout commence avec Uranus qui conservait en fait tous ses fils dans le ventre de sa femme Gaïa, la terre. Et pour se venger, Gaïa avait demandé à tous ses fils de combattre leur père. Personne ne veut absolument combattre, sauf Cronos, qui est le roi des titans et le dieu et le père de Zeus. Et il va castrer son père, et le sperme qui va sortir de ses testicules va tomber dans l'eau et va former une écume. Et de cette écume va naître Aphrodite, qui en grec, Aphro, c'est l'écume. Oui, je vous suis. Oui. C'est un peu étrange, mais ouais, d'accord. Voilà, mais c'est mythologie grecque. Hein. Donc cette Aphrodite va arriver sur l'île de Chypre. Elle va être poussée par le vent Zéphyr et elle va donc naître à travers un coquillage. Et ce coquillage, on peut le trouver un petit peu partout dans l'hôtel de Sully. Notamment au-dessus des fenêtres, là. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'Aphrodite va nous suivre un petit peu tout le long de la visite. Et donc ici, côté cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui viennent s'embrasser, il y a des bancs sur les côtés, c'est un lieu romantique de Paris? Justement, si je parle de Vénus, c'est que Cupidon n'est pas loin. Cupidon, en fait, Vénus a fait de Cupidon son messager. Et donc Cupidon a deux flèches. Il envoie une flèche en or pour embraser les cœurs et une flèche en plomb pour nous rendre jamais insensibles à l'amour. Alors Elisabeth, vous amenez tous les visiteurs ici devant cette fontaine, place des Vosges. En effet, donc place des Vosges, lieu emblématique du quartier du Marais. Alors on reste ici à côté d'une fontaine. Alors ce n'est pas forcément de cette fontaine dont je vais parler, mais dans mon histoire il y a un élément, vraiment une référence à une fontaine. Déjà, rappelez que la place des Vosges, c'est une des premières places royales créées par Henri IV. Et Henri IV, c'était vraiment un roi assez
qui était pas très, on l'aimait pas trop pendant qu'il était, quand il avait son règne, parce qu'il était protestant, puis après il était passé catholique, donc on n'avait pas forcément confiance en lui. Mais il faut comprendre que le jeune Henri, alors qu'il a 12 ans, il va accompagner la cour de France, donc à l'époque Charles IX, pour donc le Tour de France, c'est quand le roi se présentait vraiment à toute la France. Et à 12 ans, il va s'arrêter dans la Garenne, notamment au château de Nérac. Et il aime énormément participer à des tournois de tir à l'arc. Et lors d'un tournoi, il va remarquer une jeune demoiselle qui est juste assise dans les tribunes avec une petite fleur, une petite rose en son sein. Donc il va prendre la rose, va la placer directement sur la cible et là il va tirer la flèche qui va arriver en plein milieu sur la rose. Il récupère la flèche et va le donner à cette jeune fille. Et il veut absolument savoir qui est cette jeune fille, donc il va demander directement au château et il apprend que c'est la jeune fille du jardinier et qu'elle s'appelle Fleurette. Et qu'est-ce qu'il va faire avec Fleurette? Non, bah là vous me demandez trop de questions. Hein. Faut pas raconter. Mais si, alors bien sûr, peut-être que là ça vous dit quelque chose, Fleurette. On a une expression. Avec le pot au lait. Voilà. C'est pas ça. Donc on pense à compter Fleurette. Compter Fleurette. L'expression compter Fleurette, quand on va un petit peu essayer de charmer une personne. Alors l'histoire raconte que Fleurette était vraiment tombée amoureuse de lui, mais lui il a dû repartir dans le Tour de France, mais quand il revient 15 mois plus tard, elle se rend compte que ce n'est plus la même personne et elle est vraiment très déçue. Le jeune Henri lui donne quand même rendez-vous parce qu'ils avaient l'habitude de se retrouver à côté d'une fontaine. Et donc quand il arrive à l'heure convenue du rendez-vous, il ne la voit pas. Et la nuit commence vraiment à tomber, donc il doit partir. Mais avant de partir, il remarque que sur la fontaine, il y a un objet. Il s'approche et il voit que c'est la flèche avec la rose qu'il lui avait donnée. Et il y a un papier juste à côté. Il n'arrive pas à le lire, donc il retourne au château et là, il découvre très tragiquement ce qui s'est vraiment passé. Elle s'était donné la mort, cette jeune Fleurette. Et ici, sur cette place ou pas du tout? Alors ça se passe toujours dans la Garenne. D'accord, ça se passe pas ici. Mais bon, on en parle quand même ici. On parle un petit peu de cette fontaine parce que comme c'est la place créée par Henri IV, on a voulu quand même rappeler cette jeune femme qui n'a jamais... On n'a pas du tout de mention de cette jeune femme dans l'histoire. Elle n'a donné ni bâtard ni enfant légitime. On ne retiendra que vraiment cette expression et le verbe flirter. Vous m'avez amené où ici? Je vous ai amené dans le jardin de l'hôtel de Lamoignon. Alors l'hôtel de Lamoignon, on va en parler tout à l'heure pour une prochaine petite histoire, mais en fait si je m'arrête ici, c'est qu'on est juste devant l'hôtel Carnavalet. Donc l'hôtel Carnavalet, c'est un musée gratuit, ça, on va en profiter. C'est sur l'histoire de la ville de Paris, vraiment de Paris d'Antiquité à nos jours. En ce moment, il est en restauration, mais n'hésitez pas à partir de 2019 de revenir. Et ce célèbre hôtel est vraiment très célèbre pour avoir eu cette locataire, cette Madame de Sévigné. Donc rue de Sévigné qui est juste là à côté. Exactement. D'accord. N'hésitez pas à regarder un petit peu autour de vous, que ça soit par terre, dans le long des rues, on vous raconte une histoire. Toujours. Alors là, on va parler de ce qu'il y a sur les murs justement. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous avais dit le cœur traversé d'une flèche, Cupidon, mais le cœur, d'où vient vraiment le symbole du cœur? Eh ben je ne sais pas. Eh ben regardez un petit peu autour de vous, vous avez une feuille qui ressemble étrangement au cœur. Ah, le lierre. C'est le lierre. Quand vous regardez bien le lierre, on a vraiment cette forme. Alors, dès l'Antiquité, la feuille de lierre, elle représente la fidélité et l'attachement durable, comme l'amour, vraiment attachement vraiment durable, l'amour durable. Et petit à petit, ça va évoluer. C'est vrai qu'on se basait même sur le cœur anatomique, notamment des bœufs, donc on pensait peut-être le côté sang, le côté rouge. Et par la suite, on va appliquer vraiment cette couleur rouge à la feuille de lierre. Elle est également associée à la feuille de vigne. La feuille de vigne, c'est Bacchus, c'est Dionysos, donc on pense à la chair, à la sensualité, vraiment le vin, bien évidemment. Donc petit à petit, on a vraiment cette comparaison qu'on va faire entre la feuille de lierre et la feuille de vigne. Et ici aussi, vous nous parlez d'une jeune femme qui boit beaucoup de chocolat. Exactement. Alors c'est vrai que dans cette visite du Paris côté cœur, je vais vous donner quelques petits éléments, un petit peu peut-être pour pimenter la vie de couple. Hein. Donc des petits éléments, c'est vrai qu'on avait peut-être abordé avec Henri IV, il avait quand même, parce qu'il avait, on l'appelait le ver galant. Donc Henri IV, il avait notamment une petite recette, prenez note, hein, c'est il croquait dans une gousse d'ail chaque jour. Ah oui. 73 maîtresses recensées, hein, quand même, hein, c'est que ça marche. Il avait une haleine à faire terrasser un bœuf à 20 pas, donc imaginez-le. Donc l'ail, c'est aphrodisiaque, mais également le chocolat. Le chocolat, ça apaise, ça relaxe, mais c'est également un petit stimulant. Et Madame de Sévigné, dans une des lettres qu'elle écrit à sa fille, elle raconte un petit peu les potins, on va dire, la vie à la cour. Et elle raconte que Madame de Coët-Logon, elle aurait bu tellement de chocolat quand
enceinte qu'elle a accouché d'un enfant noir. Alors, bah oui, forcément. Ah, voilà. Cette tasse de chocolat lui était amenée par un serviteur noir, elle adorait parler avec lui, mais voilà, c'est vrai que Madame de Sévigné le dit dans ses lettres, faites attention vraiment au chocolat, parce que c'est très bien, mais ça apporte quelques migraines, des évanouissements et quelques indispositions. Là, nous sommes devant la grille d'entrée du musée Carnavalet qui est fermé actuellement. Voilà, jusqu'en 2019 en restauration. Un musée gratuit. Un musée gratuit, hein. Profitez-en, l'histoire de Paris avec les belles enseignes, vraiment de l'époque, de la belle époque, hein, n'hésitez pas à y aller. Et là, Paris Côté Cœur, on va parler de cette grille qui a une signification pour les amoureux aussi. Et oui, alors là tout à l'heure je vous ai parlé des amours invraisemblables, je vous ai parlé des amours célestes, là il faut parler des amours à plusieurs. Ah oui? Ouais. Très bien, moi, ça m'intéresse et je vous écoute. Alors si vous regardez sur la grille, vous avez des symboles. Vous avez un H, on pourrait penser donc c'est un roi de France. Donc ici c'est Henri II. On sait que c'est Henri II parce que si vous regardez tout en haut, on a des croissants de lune entrelacés. Et les croissants de lune entrelacés, c'est l'emblème de la dynastie des Valois. Comme la fleur de lys, c'est l'emblème de la dynastie des Bourbons. Donc ici, on sait que c'est Henri II de Valois. Il avait ce croissant de lune comme symbole, car il était le cadet, il n'était pas supposé être roi de France, mais le croissant de lune devient pleine lune, donc c'est l'ambition de devenir roi. Parfait, alors ça on a compris. C'est voilà. Bon. Ensuite, ça se complique un petit peu plus avec même la description. Même avant là, on voit 2D. Bon, il y a le trait du H qui a disparu, mais le croissant de lune, ça fait également référence à la nuit. Et dans la mythologie grecque, on a cette déesse de la nuit, c'est Diane la chasseresse, qui est la sœur d'Apollon, le jour. Et Diane la chasseresse, c'est ici finalement une référence à une autre Diane, qui n'est pas mythologie grecque, mais ici la référence à Diane de Poitiers, qui était la maîtresse d'Henri II. Pour l'instant, ils sont deux. Ils sont deux. Mais le problème, c'est que Catherine de Médicis, qui est la reine, n'aime pas vraiment que Henri signe avec sa maîtresse, parce que là, on peut voir vraiment 2D. Donc, pour que ça soit politiquement correct, elle va changer les D par 2C. D'accord. Donc, en fait, ici, il faut lire un H, mais en réalité avec 2D et 2C. Donc, amour à plusieurs. Génial. Et donc ça se passe ici, musée Carnavalet, avec toutes ces significations que l'on découvre grâce à Cultival et grâce aux visites avec vous. Elisabeth, vous n'êtes pas toute seule à la présenter cette visite? Non, on est plusieurs guides à présenter. Alors soit vous me demandez moi, il n'y a pas de souci, soit vraiment on est plusieurs guides à le présenter. Et là, nous sommes où exactement, Elisabeth? Dans l'hôtel de Lamoignon. Donc ici, vous avez une femme qui habitait ici, c'est Diane de France, qui était la fille de Henri II. Alors tout à l'heure, on parlait de Diane de Poitiers. Alors, ce n'est pas la fille des deux, en fait, c'est la fille qui n'auront jamais, parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc même si c'était même des enfants illégitimes, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Il faut savoir qu'ils avaient 20 ans de différence, et c'est elle qui était plus âgée. Mais bon, vous voyez, l'amour, hein, c'est une très belle histoire que je vais vous raconter. Il faut comprendre que Diane de Poitiers était la gouvernante des enfants royaux. Donc elle a tenu dans ses bras l'amour de sa vie. C'est vraiment imaginé quand même. Hein. Donc leur passion va commencer quand elle va avoir 38 ans et lui 18 ans. Vraiment une relation très importante, et tellement que le roi n'a pas d'enfant avec la reine. Donc en fait, Diane de Poitiers va l'inciter à avoir des enfants pour assurer la descendance, parce que c'est quand même très important. Quand on dit le roi est mort, on dit vive le roi. Donc vraiment très important d'assurer la descendance. Donc ils vont quand même avoir, avec Catherine Médicis, il va quand même avoir 10 enfants. Donc quand même pas mal, hein, donc pas mal. Quand même assuré, hein, pas mal. Hein. Et Diane de Poitiers, avec Diane de Poitiers, il va même recevoir des ministres. Donc c'est-à-dire que c'est une femme, une maîtresse, mais très importante. Et cette femme, elle est même plus connue pour sa beauté. C'était la plus belle femme du royaume. À 60 ans, elle en paraissait 30. Ah, c'est pas mal. Quel est son secret? Elle a un petit secret. Elle se levait tous les matins à 5 heures et elle montait à cheval pendant 2-3 heures. Elle se lavait, et je m'arrête là parce que déjà à l'époque se laver c'est pas ça. Hein. Donc elle se lavait avec de l'eau froide, même aux journées les plus rudes d'hiver. Et surtout elle buvait chaque jour un élixir d'éternelle jeunesse, de l'or buvable. De l'or? De l'or liquide buvable. Et ça fonctionne visiblement? Ça a fonctionné, elle est morte à l'âge de 66 ans. Ce qui était pas mal pour l'époque.
Voilà, imaginez bien. Alors récemment, on a quand même en 2008, on a déterré son corps dans une fosse commune pour l'intégrer dans une église comme il se doit. Et vous avez ce médecin légiste, Philippe Charlier, qui a analysé ses ossements et il a trouvé entre 100 à 1000 fois trop d'or, en fait, de concentration d'or dans ses ossements. Donc en fait, elle s'était intoxiquée à l'or. Et Elisabeth, qui est notre guide depuis hier, nous a donné rendez-vous ici, rue des Rosiers. Bonjour Elisabeth. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci, qu'est-ce qu'on fait là? La rue des Rosiers, c'est vraiment une rue emblématique du quartier de Marais, mais je souhaite un petit peu l'aborder sous un autre angle, c'est celui de l'amour. Quand on est amoureux, on offre des fleurs. Et quelles sont ces fleurs qu'on offre? À mon avis, si on est rue des Rosiers, attendez, une tulipe? Presque, des roses. Ah oui. Alors je vous parlerai un petit peu ici de l'origine de la rose. Tout à l'heure, on avait parlé hier en tout cas, on avait parlé de la naissance de Vénus. Et quand Vénus est née, un premier rosier blanc aurait apparu. Donc on pourrait penser que la rose naît avec Vénus. Et la rose blanche devient rouge au sang versé par Vénus. Quand elle va voir son bien-aimé Adonis qui est blessé par un sanglier, elle va courir vers lui pieds nus et elle va être blessée par une épine de rose. Et son sang colore la rose blanche. Et là, on parle pas de Cupidon, là? Non, là c'est Vénus et son amour. Comme c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Et nous sommes rue des Rosiers, ça vient de là, en fait, le nom de la rue des Rosiers. Là, vous aviez des rosiers, notamment au Moyen-Âge. On était tout à l'heure rue des Rosiers, là, on se trouve rue des Rosiers. Oui, on reste rue des Rosiers pour un petit peu parler de la signification des roses. Parce que quand même, il est très important que si jamais, imaginez qu'on vous dit, voilà, écoutez, votre mari, par exemple, vous dit, voilà, écoutez, j'ai une réunion ce soir, je rentrerai tard. Et qu'après, il vous dit, ce week-end, je ne serai pas là, je vais partir quelque part. Et qu'il revient avec un bouquet de 15 roses rouges, là, il faut se poser des questions. Ah bon, pourquoi? Le nombre de roses est très important. Si on offre une rose, ça veut dire « je t'aime au premier regard ». L'amour au premier regard. 3 roses, c'est un « je t'aime ». 10 roses, si tu es parfaite. Mais 15 roses, c'est « pardonne-moi, je suis désolée ». Et si elles sont jaunes, ces roses? Si elles sont jaunes, alors c'est un petit peu comme le yin et le yang. On va dire une rose rouge, c'est la passion, mais ça peut être également la guerre par rapport à Mars. Si c'est jaune, c'est l'amitié, mais c'est aussi la haine et la jalousie. Et le pire de tout, c'est si on vous offre une rose jaune sans la tige. C'est la rupture assurée. Ah, faut faire attention. C'est pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cette rue des Rosiers? Alors quand je parle un petit peu des couleurs, vous savez que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quand on le met dans un prisme, ça donne la couleur blanche. Donc c'est la pureté, c'est vraiment la virginité. Et juste à côté, c'est vrai, quand on se promène un petit peu dans ce quartier, vous avez souvent des drapeaux couleurs de l'arc-en-ciel un petit peu partout, qui symbolisent l'amour entre un homme avec un homme et une femme avec une femme. Mais le but, même qu'on soit vraiment dans cette tendance, il faut chercher toujours l'âme sœur. Et cette recherche, elle est innée. Et c'est pour ça que je vous racontais un petit peu l'histoire qui se trouve dans le banquet de Platon. Dans cette histoire, on vous raconte comment on était vraiment dès l'origine, quand il y avait encore des dieux dans le ciel et des hommes sur terre. Nous étions des créatures, mais des créatures pas comme on est aujourd'hui. On avait une tête, mais avec 2 visages, 4 bras et 4 jambes. On était très 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 heureux, mais on est devenu assez insolents. Donc Zeus, pour nous punir, il nous a coupés en 2. Donc on est devenu des créatures à une seule tête, un visage, 2 bras et 2 jambes. Et il nous a infligé cette horrible, vraiment, torture, c'est de chercher à jamais notre âme sœur qui nous a été quittée. Donc c'est pour ça que quand on découvre notre être cher, qu'on redevient une seule créature. On m'a amené ici dans une église. L'église Saint-Paul-Saint-Louis, c'est vraiment l'église emblématique du quartier. Alors on va parler côté cœur dans l'église. Il y a un mariage qui a eu lieu ici, non? Un mariage, en fait ici on va considérer le cœur au premier degré, le cœur anatomique. D'accord, il y a un cœur quelque part. Il y avait un cœur. Mais en fait, pendant très longtemps, cette église a conservé les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV. Et vous savez que pendant la Révolution française, les révolutionnaires vont saccager un petit peu tout, que ça soit même la basilique Saint-Denis, on n'en reste vraiment plus rien. Et l'ex-architecte du roi, donc on est en 1792, le petit Badel, aurait conservé les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV. Car il avait certains amis peintres et il savait qu'en malaxant un cœur anatomique de bœuf, par exemple, en le
En mélangeant avec de l'huile, on obtiendrait un pigment rouge très apprécié par les peintres. Et donc il va avoir l'idée de conserver, ça c'est la légende, hein. Il aurait l'idée de conserver ces cœurs et de les donner à ses amis artistes. Et on dit qu'il y a quelques peintres, en fait, donc Alexandre Pau de Saint-Martin et Martin Drolling, qui auraient utilisé les cœurs des rois de France dans leurs peintures. Vous avez une peinture qu'on peut voir au Louvre et une autre qui est conservée dans les réserves de Pontoise. Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, les cœurs restent immortels, mais imaginez quand même que Louis XIV, un roi qui a eu énormément de maîtresses, ce cœur qui a été conservé, ce cœur qui a battu pour autant de femmes, a été conservé ici. Quelque part ici, ça, on voit plus l'emplacement, c'est Dans la crypte. Nous sommes toujours à l'église Saint-Paul ici pour parler de Saint-Valentin. Exactement, parce que c'est vrai qu'on oublie, on pense souvent que c'est une fête commerciale, mais on oublie vraiment que Valentin, c'était une personne, c'était dans l'époque romaine. Donc à l'époque romaine, on veut vraiment un petit peu, vous avez tous ces martyrs, hein, qu'on appelle vraiment tous ces martyrs, Saint-Denis notamment, à Montmartre. Et Saint-Valentin, c'était un des prêtres qui mariait des couples. Et Claude II le Cruel l'empereur avait demandé d'interdire des mariages, parce que il avait du mal à recruter des hommes qui étaient trop attachés à leur foyer, à leurs femmes. Donc il avait interdit les mariages et le prêtre Valentin continuait à marier ces couples. Et donc il va se faire arrêter et il va également se faire condamner à mort. Et il va se faire condamner à mort le 14 février 268. Donc c'est pour ça que on célèbre aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Mais vous avez également quelques petites hypothèses. On pense que c'est en Angleterre au XIVe siècle où on a vraiment associé le début du printemps le jour de la Saint-Valentin, parce que c'est à la mi-février quand les oiseaux commencent à faire leur nid, où l'amour commence à être un petit peu partout. Une belle histoire donc Saint-Valentin, et c'est raconté aussi dans la visite cultivale. Exactement. Il y a encore beaucoup d'autres histoires comme ça racontées. Ah mais oui, venez. Comment ça se passe d'ailleurs pour s'inscrire? Alors vous allez sur le site du Cultival, sinon vous appelez également, vous avez un numéro en ligne, et puis après vous demandez pour cette visite. Là on s'est un tout petit peu écarté du Marais, on est juste à côté. On est dans le Marais, on est dans le côté du métro Saint-Paul. Et on va parler un petit peu des aliments aphrodisiaques. Tout à l'heure, je vous avais dit, hein, Aphrodite, aphrodisiaque, vous voyez, elle nous poursuit. C'est pour ça, la déesse de l'amour, de la beauté, hein, elle nous suit un petit peu. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ail, avec Henri IV, du chocolat. Maintenant, il est temps de vous parler un petit peu d'autres aliments. Donc faites attention, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on pense que les sentiments résident dans le cœur, mais aujourd'hui, on sait bien que c'est dans l'estomac. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu nourrir, hein, voilà, de faire de bons petits plats. Hein. Alors qu'est-ce qui est aphrodisiaque? On a parlé l'autre jour de l'ail, du chocolat. Alors on a le céleri. Madame de Pompadour, la célèbre maîtresse de Louis XV, elle le disait, si la femme sait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait le chercher de Paris à Rome. C'est que vous avez dans les tiges du céleri ce qui va développer un petit peu la testostérone et l'androstérone qu'on va trouver dans la sueur. Et c'est vrai que la sueur, c'est assez important, même quand on fait l'amour. C'est vrai que même encore aujourd'hui, des cosmétiques, alors maintenant non parce que c'est synthétique, mais on utilise encore par exemple le musc. Le musc, qu'est-ce que c'est? C'est une glande qui apparaissait sur le domaine du chevreautin pendant la période de rut. Donc on essaie de retrouver dans les parfums cette odeur qu'on a quand on fait l'amour. Très bien, voilà, oui. Donc gingembre, on prend quoi? On a le gingembre aussi, on va avoir également les fruits de mer, hein, c'est un bon stimulant. On a également le caviar, qu'on appelait le pain des amants à l'époque romaine. Et on a également les piments, parce que quand il pimentait la vie de couple, on a tout ce qui est les piments, la cannelle, hein, donc tout ça, ça va aider un petit peu à dynamiser tout ça. On est où? On est à l'hôtel de Beauvais. L'hôtel de Beauvais, je vous dis, c'est la cour administrative d'appel de Paris. Mais à l'époque, c'était c'était la maison de la femme de chambre d'Anne d'Autriche, Catherine Bélier. On appelait également Catherine de Beauvais. Elle avait une belle maison. Oui, mais vous savez, c'est parce qu'elle a fait quelque chose. Elle a rendu un service à Anne d'Autriche. Elle a déniaisé Louis XIV. C'est pas vrai. Voilà, en fait, Louis XIV, à l'âge de 14 ans, voilà, il faut un petit peu lui apprendre la vie pour ne pas qu'il fasse non plus n'importe quoi. Voilà, Anne d'Autriche veut absolument qu'il apprenne la vie avec une femme de confiance, sa femme de chambre. Et donc voilà, on lui a demandé de le faire comme un service en fait. Exactement. Alors après, Anne d'Autriche, elle a pris ses précautions parce que cette femme, il ne faut pas non plus que Louis XIV en tombe amoureux parce que voilà, elle va être très très belle. En réalité, cette femme, on l'appelait Cato la Borgnesse. Elle était pas très belle alors. Elle était pas très belle. Elle était petite, elle était borgne, elle était bossue et elle boitait. Ah.
mais elle avait un charme fou au lit. Ah oui, d'accord, il a quand même réussi à faire Pendant quelque 2 chose. ans. 2 ans quand Pendant même. 2 ans d'éducation, ouais. Ah, c'était pas juste une fois comme ça. Non, non. Alors Anne d'Autriche, elle se préoccupe quand même pour son fils, parce qu'elle, pendant 23 ans, elle n'a pas eu d'enfant avec Louis XIII. Et le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, voulait absolument prendre le trône de France et donner un héritier à la cour de France. Donc en fait, elle veut vraiment initier son fils dès le plus jeune âge. Ça, c'est pour son premier fils. Pour le deuxième fils, Monsieur, qu'on appelle donc le frère du roi, Philippe d'Orléans, ça n'a pas été non plus très facile en tout cas, parce qu'elle a peur que le frère de Louis XIV puisse prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'elle va l'éduquer comme si c'était une fille. Donc il plaisait aux hommes et les hommes lui plaisaient. Très bien. C'est un petit peu particulier chez eux. Voilà, et donc Louis XIV va quand même essayer qu'il épouse quand même des jeunes femmes. Donc il va épouser une première femme, il va avoir 4 enfants avec elle. Elle va décéder assez tôt, à l'âge de 26 ans. Il va devoir se remarier avec une femme qui est assez un petit peu garçon manqué. On l'appelait Élisabeth Charlotte de Bavière, qui était la Palatine. Et elle était tellement garçon manqué que dans les couloirs, on aurait même entendu dire que madame était plus monsieur que monsieur et madame. Parfait. Des histoires incroyables que l'on découvre lors de cette visite Paris Côté Cœur. On prend rendez-vous sur Internet ? Voilà, sur Internet ou par téléphone. Vous allez avoir le numéro. Et bien sûr, Cultival propose beaucoup d'autres visites, au musée Grévin par exemple, Paris Côté Obscur, je ne vois pas toutes les cités. L'Opéra Garnier, les Invalides. N'hésitez pas à découvrir le site. Merci Elisabeth. Je vous en prie, avec plaisir. Et à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous et on se retrouve très vite bien sûr sur IDF1. Ciao, bonne soirée.